À l'aube, à 9 milles au sud-est de l'île de Katchum, l'USS Pioneer accomplit quelque chose qu'aucun autre bâtiment de la marine américaine n'est capable de faire: draguer des mines à 3 milles des côtes iraniennes dans une coque faite de bois. Son commandant navigue à l'intérieur de la limite des 3 milles depuis 19 minutes. À son insu, un drone Mohajer, propulsé par hélice, conçu pour une seule mission, orbite à 18 000 pieds d'altitude et transmet sa position en temps réel vers la côte. 200 mines reposent dans l'obscurité devant lui. Le sonar de coque du Pioneer détecte la première quelques minutes après le début de la patrouille. Une Mahan 3, une arme à influence. La mine mouillée moderne de l'Iran. 220 kg d'explosifs brisants assis à 18 mètres de fond, retenus par un câble. Elle écoute le murmure magnétique ou acoustique d'un navire passant au-dessus d'elle. Imaginez un videur sourd à la porte d'une boîte de nuit, silencieux jusqu'à ce que quelque chose de bruyant et de métallique se présente, et qui, à ce moment-là, ne demande pas deux fois. Le commandant consigne le contact et continue sa mission. Il dispose de 6 heures de lumière du jour, de 6 milles nautiques de chenaux de navigation et d'un champ de mines supposé qui transforme tout le couloir en un champ continu. Un pétrolier géant l'attend dans le golfe d'Oman. Un transporteur de brut de très grande capacité, presque un quart de mille de double coque en acier transportant 2 millions de barils de pétrole, est à l'ancre, accumulant 82 000 $ par jour en prime de risque de guerre. Le genre de facture qui concentre l'esprit assez vite. Quelques minutes plus tard, le sonar du Pioneer détecte un contact à 15 mètres de profondeur qui n'est pas une mine. Trop long, trop plat, une géométrie incompatible avec une sphère sur câble. Probablement un conteneur de transport tombé d'un cargo lors d'une tempête de chamal 10 ans plus tôt. Le commandant le retire de la liste et continue. 11 contacts ressemblant à des mines sont apparus sur son écran dans ce seul bras de Chenal. Dégager le détroit d'Ormuz ressemble moins au déminage qu'au tri d'une benne à ordures les yeux bandés. Sauf que certains des déchets sont en vie et qu'on ne peut pas les remettre en place. À 300 mètres du même carreau de grille, Roadrunner 64 pulse un laser bleu-vert à travers la colonne d'eau et ne trouve rien. Le pod de détection de mines aéroporté par laser du Seahawk MH-60S ne voit que les 9 premiers mètres d'eau de mer. Tout ce qui se trouve en dessous pourrait aussi bien être sur la Lune. L'Archerfish accroché à son pylône tribord reste sur son rail. Il n'y a rien dans la fenêtre du laser à lui confier. 4 plateformes, 4 angles morts. Le Pioneer sonde le fond du golfe jusqu'à 100 mètres de profondeur, mais ne peut distinguer une mine d'un conteneur sans caméra. C'est un bâtiment en bois vieux de 34 ans que la marine a construit quand la guerre froide était encore froide. Irremplaçable, non pas parce qu'il est le meilleur, mais parce qu'il est le seul. Roadrunner 64 classifie une arme flottante en 2 secondes, mais ne peut pas enfoncer son laser sous la zone peu profonde. Le Tulsa parcourt le chenal en eau profonde avec un sonar remorqué, AQS-20, Charlie de la taille d'une petite voiture, mais son tirant d'eau est trop important pour les hauts fonds. Tout ce que l'Iran a enterré sous la vase est invisible jusqu'à ce qu'un humain plonge avec ses mains. Certains des contacts là en bas représentent 220 kg d'explosifs sous-marins, et celui qui les a posés vous regarde travailler depuis 3 milles. Au-dessus du Pioneer, le drone Mohajer orbite et transmet sa position à chaque batterie côtière de Katchum. L'équivalent aérien d'un homme sur un balcon qui crie votre commande de dîner à la cuisine. Le récepteur d'alerte radar du Pioneer s'allume, s'éteint, se rallume. Un radar de recherche côtier Gadier émet des impulsions intermittentes. 2 secondes allumées, 5 éteints, 2 allumés. L'opérateur iranien dispose déjà du flux du Mohajer. Il rappelle au groupe opérationnel qu'il est là, ce qui est l'équivalent radar d'un post-it passif-agressif laissé sur la porte de quelqu'un. Utile, mais surtout destiné à s'assurer que vous savez qu'il est là. À 50 milles nautiques au sud du Pioneer, au large des côtes omanaises, un aéronef désigné Pelican traverse la zone d'opération à 28 000 pieds sur un plan de vol déposé comme une mission de surveillance électronique de routine. Il est en l'air depuis les premières heures du matin. Les Iraniens l'ont identifié comme un P-8 en mission d'écoute. Rien d'inquiétant, rien pour lequel il faudrait éteindre des systèmes. Personne du côté iranien ne lui prête beaucoup d'attention. Quelques heures après le début de la patrouille, 4 des 11 contacts du Pioneer sont écartés comme débris.
Un est authentique et désigné pour le Sea Fox. 3 autres sont désignés pour Roadrunner 64. Le commandant maintient l'Avenger à 7 nœuds dans les hauts fonds et pense aux mines qu'il n'a pas encore vues. Derrière lui, le sonar du Tulsa vient de signaler sa première mine de fond dans le chenal en eau profonde. La journée n'a pas encore vraiment commencé, et à chaque fois que ce radar gadier s'active, quelqu'un dont personne n'a encore parlé descend la fréquence. En l'espace de 90 secondes, 3 choses se produisent simultanément. Roadrunner 64 descend à 30 mètres au-dessus de la houle et largue son pylône tribord. Le destructeur quitte le rail, plonge dans la mer agitée et fonce vers la Mahan 3 que le Pioneer avait signalé 40 minutes plus tôt. Mike 1 est retiré du tableau. Ce que la mine n'avait jamais entendu venir, c'était l'Archerfish, une torpille télécommandée sur une laisse. Environ 3 kg de charge creuse sur une laisse en fibre optique, pilotée par un opérateur à l'arrière de l'hélicoptère via un câble que l'on ne peut pas brouiller parce que c'est un fil physique entre l'hélico et l'arme. Imaginez un drone que vous pilotez directement dans une bombe. Pas de Wi-Fi, pas de signal à pirater, juste du cuivre et des explosifs. L'Archerfish coûte environ 200 000 $. La mine qu'il vient de neutraliser menaçait un pétrolier transportant 180 millions de dollars de brut. C'est le genre de retour sur investissement qui ferait pleurer un gestionnaire de fonds spéculatif. L'onde de pression traverse l'eau et frappe la coque du Pioneer une seconde plus tard. Avant qu'elle ne se dissipe, le Sea Fox du Pioneer est déjà à l'eau. Le ROV remorqué rampe hors du puits arrière sur un câble ombilical de 900 mètres, descend la pente vers la deuxième Mahan 3, centre son réticule sur le dôme de capteur et déclenche. Mike 2. Aucune perte de communication, aucun brouillage, rien d'électronique à interrompre pour un ennemi. Le Sea Fox est plus vieux que la plupart des membres d'équipage du Pioneer. 38 kg, une charge creuse d'1,5 kg, opérée via un ombilical parce que sa conception est antérieure aux communications sans fil fiable. Pensez à une voiture télécommandée sur un câble prolongateur de 900 mètres. Le jouet de votre enfant, sauf que ce jouet nage jusqu'à une mine et lui rentre dedans. L'ingénieur iranien qui a conçu la Mahan 3 l'a construite pour vaincre les dragueurs de mines modernes. Le Sea Fox n'est pas moderne, mais il s'occupe de ces mines quand même. À 11 milles au sud, le véhicule de surface non habité du Tulsa, un bateau robot que la marine envoie dans les champs de mines parce que l'Iran peut le couler sans risquer aucun Américain, tire un dispositif de dragage magnéto-acoustique à 14 nœuds, imitant un pétrolier de 300 000 tonnes passant au-dessus. 3 mines de fond Mahan 7 lisent le leur, décident qu'un pétrolier passe au-dessus d'elles et explose dans une eau vide en 90 secondes. 3 têtes de guerre de 220 kg trompées par un appôt de canard. 5 mines retirées du tableau en 90 secondes. Depuis la côte au-dessus de Katchme, un radar de recherche Gadier passe à pleine puissance pour la première fois de la matinée. Il se fixe sur le groupe opérationnel pendant 30 secondes et s'éteint. Une nouvelle batterie de missiles a besoin d'une solution de tir avant le lancement. Et cela commence par un radar de recherche qui s'allume assez longtemps pour déterminer le relèvement, la distance et la vitesse. 30 secondes suffisent pour les 3. Le Nour et le Charlie 802 iranien fabriqués par réingénierie inverse. Ils ont copié les devoirs des Chinois en changeant la police de caractère. 680 kg, Mach 0,9, tête de guerre de 165 kg. Chercheur radar actif dans le nez, criant dans l'obscurité et se verrouillant sur ce qui répond. Imaginez une Volkswagen coccinelle faisant 1100 km/h à 1 mètre au-dessus de l'eau. La distance de Katchme au Pioneer est d'environ 6 km. C'est à peu près le genre de distance qu'un tel missile couvre en 30 secondes. Le commandant iranien n'a pas encore activé son radar de conduite de tir. Le dernier échelon avant le lancement. Il observe le Pioneer à travers des jumelles électroniques, se demandant si un navire en bois à 5 km de sa côte vaut le coup politique. Chaque fois qu'il allume son gadier, quelqu'un le note. Il ne le sait pas encore. Le contact suivant apparaît, une Mahan 3 dans 4 mètres d'eau, peu profond même pour le Pioneer. Le commandant fait entrer l'Avenger à l'intérieur de la limite des 3 milles pour l'atteindre. À 5 km et demi de la côte, on est à la limite de l'enveloppe. À 5 km, on est à l'intérieur. Il le sait, tout comme le commandant iranien qui allume son radar de recherche pour la deuxième fois en 20 minutes
et le maintient actif pendant 45 secondes. Roadrunner 64 orbite à 210 mètres d'altitude. Il repère l'ombre de la Mahan, 3 à travers l'éblouissement, et largue un Archerfish. Mike 6 retiré du tableau. Le radar sur la côte s'éteint. Le Pioneer sort l'Avenger de la limite des 3000 à 5 nœuds. Un navire en bois à l'allure d'un marcheur rapide, reculant hors de l'enveloppe d'une tête de guerre de 165 kg, se déplaçant à Mach 0,9. Le commandant note qu'il mène désormais le genre de vie dont son recruteur avait omis de lui parler. Puis, 4 milles au nord du Pioneer, la poussière arrive. Un chamal est la spécialité du golfe Persique. Un vent du nord-ouest sec qui ramasse la moitié d'un rocher et le souffle sous le vent à 75 km/h. La visibilité tombe de 20 km à moins de 2 en moins de 10 minutes. L'opérateur du pod de Roadrunner 64 regarde son affichage passer de retour laser propre à du bruit brouillé, puis à rien. Le pod tire. Les impulsions ne reviennent simplement pas de façon nette. Roadrunner 64 met le cap sur le Tulsa et appelle l'abandon. Un groupe de 6 Mahan 3 dans le banc peu profond nord, les contacts que l'hélicoptère devait traiter, retournent dans la liste du Pioneer. L'Avenger couvre maintenant un hélicoptère à 40 millions de dollars avec une coque en bois vieille de 34 ans, un Fox et 2 heures de lumière du jour avant que la fenêtre pour le pétrolier ne se ferme. Le commandant iranien sur la côte observe lui aussi la visibilité baissée. Le commandant du Pioneer prend la décision. L'Avenger doit pousser à 5 km et demi de la côte pour traiter les contacts que Roadrunner 64 était censé gérer. C'est à l'intérieur de la portée d'engagement de chaque batterie Noor sur Katchm. Sa couverture aérienne est hors service pour le reste du chamal. Si le Pioneer reçoit un impact de Noor à l'intérieur des 5 km, l'Avenger se transforme en éclat de bois et le groupe opérationnel perd son seul dragueur de mine en eau peu profonde dans le théâtre pour 6 semaines. Le pétrolier géant battant pavillon des îles Marshall, 298 mètres de double coque en acier, 2 millions de barils, attend encore une semaine à 2% de prime de risque de guerre, pendant qu'une douzaine d'autres pétroliers font le tour du cap de Bonne-Espérance pour 1 million de dollars de plus par voyage. Le commandant avance plus profondément. L'USS Jack H. Lucas le suit jusqu'à 7 km et demi de la côte. Des panneaux hexagonaux plats sur sa superstructure fonctionnent silencieusement. En ce moment, il constitue une contre-menace. La question n'est pas de savoir si le commandant iranien peut obtenir une solution de tir sur le Pioneer. C'est de savoir s'il croit que le Lucas peut placer un missile dans son lanceur avant que son propre missile ne quitte le rail. Puis, le Hawkeye appelle sur la fréquence commune. Pic côtier, relèvement 040. Conduite de tir Noor en activité. Le radar de conduite de tir est actif. La console d'alerte de menace du Lucas affiche l'impulsion sur son écran du centre d'information de combat. Tout le monde, de l'officier d'action tactique jusqu'à l'opérateur radar, sait ce que les 30 prochaines secondes signifient. Un radar de conduite de tir ne reste pas allumé à moins que l'opérateur n'ait l'intention de l'utiliser. Il attire un missile anti-radiation à haute vitesse en moins de 90 secondes. L'allumé est l'équivalent électronique de votre femme qui utilise votre prénom, votre deuxième prénom et votre nom de famille. Vous savez exactement ce qui vient ensuite et fuir n'aidera pas. Le commandant du Lucas n'attend pas. Son SPY-6 claque à pleine puissance rayonnée et fouette son faisceau principal sur le lanceur iranien. Le destroyer pointe maintenant la batterie Noor aussi fort que la batterie Noor pointe sur le Pioneer. Le SPY-6, c'est 37 panneaux actifs de nitrure de gallium, une caméra de surveillance capable de lire une plaque d'immatriculation à des centaines de kilomètres, qui suit un objet de la taille d'une balle de baseball à des distances considérables et consomme suffisamment d'électricité pour alimenter tout un quartier résidentiel. Derrière lui, les soutes du Lucas sont pleines de SM-6, 1300 kg, Mach 3,5 en phase terminale, tête de guerre de 64 kg avec une portée de 385 km. 1 km toutes les secondes et demie. Le temps que l'opérateur iranien finisse de prononcer le mot « 0 », le missile a déjà transmis le message. Le Lucas dispose de presque 100 cellules de lancement vertical. La batterie Noor a 2 recharges par lanceur. L'opérateur iranien lit son propre récepteur d'alerte de menace.
En 2 secondes, il comprend 3 choses. Le Lucas a géolocalisé son lanceur. Les missiles SM-6 peuvent l'atteindre en moins de 4 minutes. Et le Lucas a décidé qu'il ne tire pas en premier. Puis son affichage de menace fait quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Chaque radar sur lequel il s'appuyait, son propre gadier, le réseau d'alerte précoce côtier, l'émetteur de conduite de tir de la batterie, s'éteint sur son écran simultanément. Pas brouillé, pas leurré, réellement hors ligne. Quelque part dans un abri en béton, un officier de permanence des gardiens de la révolution islamique crie dans un téléphone parce que chaque commandant sur la côte vient de recevoir le même ordre de Téhéran. Arrêtez de transmettre immédiatement. La raison se trouve à 28 000 pieds d'altitude, à 90 km au sud, où il est présent depuis les premières heures du matin. Pélican 1 n'est pas un P-8 en mission d'écoute de routine. C'est un EA-18G Growler volant sous un indicatif que les Iraniens avaient de mal identifié toute la matinée. Il transporte une suite complète de renseignements électroniques ALK 298 et a passé 5 heures à faire quelque chose de plus dangereux que le brouillage. Il écoutait. Chaque fois que le gadier passait à pleine puissance pour rappeler au Pioneer qu'il était là, le Growler notait la fréquence, le taux de répétition des impulsions, la signature de l'opérateur, les liaisons du drone Mohajer et chaque transfert entre réseaux entre Bandar Abbas et Abu Moussa. Le commandant iranien pensait qu'il se montrait menaçant. Ce qu'il faisait en réalité, c'était lire l'intégralité du réseau de défense aérienne côtière des gardiens de la révolution islamique dans une base de données américaine. Une transmission à la fois, comme un joueur de poker qui continue à montrer ses cartes chaque fois qu'il bluffe. Sauf que le gars en face a une mémoire photographique et un stylo. Quand le SPI-6 du Lucas s'est mis en pleine puissance, Pelican 1 a émis à haute voix sur 3 fréquences que les Iraniens ne savaient pas que les Américains avaient cartographiées. Non pas pour brouiller, mais pour annoncer. Chaque opérateur radar sur la côte de Kachm a simultanément vu un émetteur américain transmettre sur le canal de commandement de leur propre réseau. Le message était clair. Nous sommes à l'intérieur de votre système. Nous avons été à l'intérieur de votre système toute la matinée et nous pouvons vous éteindre. L'impulsion de conduite de tir se coupe en milieu de cycle. Quelque part sur Kachm, un commandant des gardiens de la révolution islamique effectue le même calcul que chaque commandant de missiles iraniens a effectué pendant 8 semaines, puis fait un second calcul que ses prédécesseurs n'avaient jamais eu à faire. Une tête de guerre de 165 kg contre un dragueur de mines en bois ne vaut pas l'Harley Burke qui arrivera sur sa batterie à Mach 3,5 pendant que la traînée de fumée de son lancement refroidit encore. Ce n'est pas non plus la peine de découvrir dans quoi d'autre les Américains ont été toute la matinée. Les Iraniens clignent des yeux en premier. Personne ne tire. Le Pioneer finit la grappe de mine dans les heures qui suivent. 6 autres Mahan, 3 retirés du tableau. Le commandant sort l'Avenger de l'enveloppe pour la 2e fois. Un peu plus tard, 4 plongeurs démineurs du bâtiment USS Michael Murphy descendent d'un canot pneumatique à coque rigide et travaillent sur un contact que le véhicule sous-marin non habité Kingfish n'a pas pu classifier par sonar seul. 13 mètres d'eau salée, mélange de gaz respiratoire, tuyaux ombilicaux transportant l'air et les communications. Il existe un type de travail qui n'a pas été amélioré depuis 80 ans. Un véhicule autonome peut trouver le contact. Le sonar peut le cartographier. Un hélicoptère peut marquer les coordonnées. Mais quand le retour dit peut-être une mine, peut-être une chaîne d'encre, peut-être aucun des deux, la seule façon de savoir est d'envoyer un humain avec ses mains. Les robots vous amènent à 90%. Les 10 derniers pourcents, c'est encore un homme en combinaison de plongée, les mains tendues, espérant que ce qu'il touche n'est pas la chose qui va lui gâcher la journée. À 10 mètres de fond, la vase s'ouvre suffisamment pour que le plongeur voie la forme. Un cylindre métallique à moitié enfoui. Mahan 7. Il confirme l'identification visuelle, fixe des patins magnétiques, retire la sécurité, règle la minuterie et remonte à la nage, au rythme d'un homme qui l'a fait assez souvent pour savoir que nager plus vite ne rend pas la bombe plus petite. 8 minutes plus tard, une colonne de pression jaillit derrière le canot. Lorsque le chamal se dissipe enfin et que la visibilité se rétablit, Roadrunner 64 redécolle avec un pod de détection frais. 23 mines neutralisées, plus que l'ensemble de la flotte des dragueurs de la classe Avenger,
n'en avait traité au pic de la guerre des pétroliers de 1987. Le commandant du Pioneer est à la passerelle depuis 13 heures. Sa femme pense qu'il a un bureau administratif. Il va la laisser continuer à le penser. Le dernier tronçon du chenal compte encore 6 contacts que Roadrunner 64 avait abandonnés quand la poussière est devenue. Il repointe le Pioneer à l'intérieur de la limite des 3000. Les radars de recherche iraniens sur la côte restent éteints, pour l'instant du moins. Les 6 derniers contacts disparaissent en 90 minutes. Le Pioneer effectue 3 passages dans le banc peu profond nord, chacun à l'intérieur de 5 km de la côte iranienne. Le Lucas accompagne à 7 km. Les radars de recherche iraniens restent éteints. Personne sur la côte n'est pressé de transmettre sur une fréquence que les Américains ont peut-être déjà dans leur système. Roadrunner 64 tire des Archerfish sur les contacts dont l'Avenger ne peut pas s'approcher suffisamment. Le dernier Mahan 3 sur la liste explose en une colonne de pression derrière le Pioneer et le commandant sort l'Avenger de l'enveloppe et met le cap à l'est. Peu après, 4 retours se déplaçant rapidement apparaissent pas sur le scope du Lucas venant de Bandar Abbas, se rapprochant à 96 km/h. Des patrouilleurs rapides iraniens, 17 mètres de long, 14 tonnes, équipage de 3 hommes. Missiles anti-navires Kawsar sur le pont avant. Un Kawsar, c'est 100 kg, Mach 0,8, 20 km de portée, tête de guerre de 30 kg qui ouvrira la coque d'une frégate comme un ouvre-boîte. L'Iran les monte sur des vedettes de 17 mètres sans blindage. 4 vedettes à 400 000 $ portant des têtes de guerre approchent maintenant d'un destroyer à 2 milliards 400 millions de $. Le genre de ratio de coût qui maintient les comptables du Pentagone éveillés la nuit et les commandants des gardiens de la révolution islamique très intéressés. Le commandant du Pioneer observe les retours et comprend ce que font les gardiens de la révolution. Les batteries Nour ont échoué ce matin. Le réseau radar a été cartographié. Maintenant, les gardiens de la révolution escaladent vers le bas de l'échelle. Petites embarcations, posture visuelle, pas de verrouillage missile, restant en dehors de la ligne de déclenchement légale. Tirés en premier, et les images passent sur la chaîne d'État iranienne en moins d'1 heure. Et les gardiens de la révolution passent les 6 prochaines semaines à miner le détroit plus vite que le groupe opérationnel ne peut le dégager. Le Lucas ne bronche pas. Son canon Mark 45 de 127 mm pointe sur le bateau de tête à 10 km de distance. Mais le commandant du patrouilleur ne le sait pas. Et ce que son récepteur d'alerte de menace ne lui dira pas, c'est que son bâtiment se trouvait dans une solution de tir du Mark 45 dès l'instant où sa proue a franchi le brise-lames. Le MH-60 du Murphy décolle avec un chef de bord sur la mitrailleuse de porte. Roadrunner 64 orbite au-dessus avec sa mitrailleuse visible, ce qui est l'équivalent hélicoptère de retrousser ses manches lors d'une réunion de famille. Personne ne frappe, mais le message est clair. Les patrouilleurs se rapprochent. 4 milices, 3, 2, à 2,5 km, suffisamment proches pour voir des visages à travers des jumelles, suffisamment loin pour qu'aucun commandant américain n'ait de justification légale pour tirer en premier, le bateau de tête vire brusquement à tribord. Les autres le suivent vers Bandar Abbas. 7 minutes et personne de part et d'autre ne met un projectile dans l'eau. Sur l'affichage du centre d'information de combat du Lucas, 4 solutions de tir s'éteignent silencieusement. Quelque part à Bandar Abbas, 4 commandants de patrouilleurs vont expliquer à leur commandant pourquoi ils ont fait demi-tour. Cette conversation va se passer à peu près aussi bien que d'expliquer à votre femme pourquoi vous êtes allé au magasin et êtes revenu sans la seule chose qu'elle vous avait demandé. Un peu plus tard, le sonar du Tulsa détecte un nouveau contact dans le même carreau de grille qu'il avait dégagé des heures plus tôt ce matin. Le commandant du Pioneer fixe le retour pendant 5 secondes avant de comprendre ce qu'il regarde. L'Iran réensemence le chenal en ce moment même, pendant que le groupe opérationnel finit sa passe de dégagement. De petites embarcations de pêche. Le groupe opérationnel ne peut pas à la fois dégager et tenir en même temps. Le dégagement prend 4 plateformes et 6 heures de lumière du jour. Tenir nécessite une flotte que la marine n'a pas dans le théâtre. Il saisit le combiné vers le Lucas. La fenêtre du chenal dégagée, c'est aujourd'hui. Faites passer le premier pétrolier maintenant. On revient demain. Le Lucas diffuse les coordonnées du chenal dégagé sur 4 fréquences.
Chaque commandant de pétrolier dans le golfe d'Oman lit les points de route en moins de 60 secondes. 7 minutes plus tard, un pétrolier géant battant pavillon des îles Marshall, appelé Pacific Meridian, entre dans le chenal. 298 mètres de double coque en acier. 2 millions de barils de brut à destination de Singapour. Premier transit commercial dans le détroit depuis 6 semaines. Tous les feux de navigation allumés. Le transpondeur AIS diffusant son identité à pleine puissance. Un commandant qui n'a pas dormi depuis 2 jours, tenant lui-même la barre. Sur la passerelle du Pacific Meridian, le premier officier observe le Lucas passer à 7 km et enclenche la radio passerelle à passerelle avec les seuls mots en anglais qu'il a sous la main. Destroyer. Destroyer. Merci beaucoup. La passerelle du Lucas accuse réception avec 2 clics de micro. Il n'existe pas de formule dans le code de brièveté navale pour dire exactement ce que tout le monde ressent à ce moment-là. Cependant, 4 milles au nord de là où le Pioneer a travaillé dans les hauts fonds, un boutre en bois de 18 mètres sort de la côte de Katchm avec des engins de pêche à l'arrière et aucun pavillon. Aucune signature radar digne d'être suivie. Aucune arme justifiant un coup de semonce. Il traverse le chenal dégagé à la vitesse d'un pêcheur. À 200 mètres à l'intérieur, la première Mahan 7 glisse par sa poupe à travers une trappe de chargement et se pose sur le sable.